Eh bien, mes chers collègues, je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour cette introduction à ce colloque sur l'innovation santé. Je voudrais juste dire brièvement quelques mots, d'abord sur le rôle de l'innovation en santé, qui quand même peut être un point de départ. Vous savez que, et ça a été démontré encore récemment, le rôle que joue l'innovation en santé dans l'économie d'un pays. Je rappelle quand même juste, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un chiffre. Les Anglais ont montré qu'une livre investie dans la recherche en neurologie, ça rapporte 0,39 livre par an, et comme ils disent, in perpetuity. 0,37 livre dans le domaine cardiovasculaire. Je rappelle aussi que dans le cadre du plan de relance américain, les NIH, qui avaient jamais que 30 milliards de dollars annuels, ont reçu 10 milliards de dollars supplémentaires. Et ceci, et je sais comment ça s'est fait, puisque c'est Harold Varmus qui en est à l'origine, avec Elias Zerhouni, l'argument a été de dire que c'est en investissant dans le domaine de la recherche, dans le domaine des sciences de la vie et de la santé, qu'on aurait des retours sur investissement aux États-Unis les plus rapides, bien plus qu'en mettant de l'argent dans le réseau de voies ferrées ou d'autoroutes. Donc c'est quand même des choses importantes. Deuxième point, alors qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait une innovation de haut niveau en France, et on va voir qu'elle l'est, puisqu'on va avoir des exposés qui viennent faire l'objet de publications prestigieuses, ne serait-ce que ces dernières semaines. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord qu'il y ait une qualité de la recherche en France qui soit de très haut niveau. Alors, Alice y a fait allusion, il y a un rapport qui va sortir fait par l'Observatoire des sciences et technologies, il y a eu les résultats European Research Council qui montrent que dans ce domaine-là, dans le domaine des sciences de la vie et de la santé, la France est au premier ou au deuxième rang européen. Donc c'est pas rien, hein. Quand on regarde les résultats de l'European Research Council, on est premier pour les grandes juniors, puisqu'on n'avait pas encore les résultats consolidés pour les seniors, on est premier devant l'Allemagne et devant le Royaume-Uni. Donc je pourrais vous donner d'autres chiffres qui montrent l'excellence des sciences de la vie et de la santé. Et parce que certains avaient mal interprété des chiffres, il y avait eu quelques déclarations qui étaient moins heureuses sur le sujet. Mais je crois que tout ça a été remis, comme vous le savez, dans le droit chemin, et tout le monde est bien convaincu à tout niveau de l'excellence de la recherche française. Donc, c'est clair qu'on a des atouts pour être innovant en matière de santé. C'est d'autant plus important que, depuis quelques années, on voit apparaître des offres de santé qui sont très complémentaires, diversifiées, disons inséparables, avec le séquençage du génome qui arrivera à bas prix dans 1 an ou 2 ans, disponible pour tous. Il est clair qu'on ne pourra plus distinguer le diagnostic, les tests diagnostiques, de l'imagerie, des systèmes médicaux, évidemment des médicaments, et les médicaments chimiques issus de la bioproduction. Tout ceci est étroitement lié, et les découvertes, elles seront faites à partir des recherches qui se font dans le monde entier, et d'une base de recherche qui dépasse évidemment tout le nombre de chercheurs que peuvent aligner l'industrie pharmaceutique ou l'industrie de la santé, d'où les partenariats absolument indispensables entre la recherche industrielle et la recherche académique. Donc ça, c'est aussi un point important et qui est purement scientifique. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on soit les meilleurs en France? On n'est quand même pas mauvais, puisque l'industrie pharmaceutique est exportateur, globalement, de 7 milliards d'euros. Ça a été rappelé au moment du CSIS. CSIS qui, pour la première fois, a associé les académiques. Je crois que c'était le 4e conseil des industries stratégie des industries de santé. Pour la première fois, il y avait les académiques. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on soit performant encore? Eh bien, il faut reconnaître que vis-à-vis du côté des industriels, le paysage était quand même un peu complexe, puisque vous savez que on a quand même beaucoup d'organismes qui s'occupent de sciences de la vie et de la santé, mais que chaque fois qu'il y avait une maladie, on faisait une nouvelle agence, Confère, la NRS, on a rajouté les hépatites, le cancer, et on était à 2 doigts de faire une agence pour l'Alzheimer.
et puis que l'on a fait au cours du temps. On a multiplié, vous le savez bien, les cancéropôles, génopôles, infectiopôles, neuropôles, gérontopôles, etc., qu'on a fait les RTRA, RTRS, CTRS, et qu'on y a rajouté tout un tas de choses, même si c'est un peu différent, des pôles de compétitivité, ARS, ANR, etc. Donc, chaque fois, il y a un conseil d'administration, un conseil scientifique, et il est clair que lorsque on doit discuter et avoir des résultats rapides, il est clair que la rapidité est impossible puisqu'il y a des décisions à prendre dans des comités de pilotage, des conseils stratégiques, des conseils scientifiques, etc. Donc, la première chose que l'on a faite, c'est d'essayer de travailler ensemble, en tout cas au niveau de la recherche académique. Et donc, ça a été le rôle de ce qui va s'appeler maintenant Avisan, et qui s'appelait jusqu'à présent l'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé. Tout à l'heure, il y avait une question sur le mot alliance disparaîtra puisque c'est Avisan. Donc cette alliance, elle regroupe, outre l'INSERM, le CNRS, l'Institut Pasteur, le CEA, l'INRA, l'INRIA, l'IRD, mais ce qui est aussi important, la conférence des présidents d'université et la conférence des directeurs généraux de CHU, de façon à avoir une vision globale sur la recherche. Alors il y manquait un acteur qui soit un peu le pendant de l'université et des CHU qui représentent le milieu industriel dans toutes ses composantes, aussi bien le médicament que le diagnostic, que l'imagerie, les produits de contraste, les systèmes médicaux, etc. Donc je crois qu'il y a une réflexion en cours, d'ailleurs pour laquelle le CSIS a recommandé qu'il y ait une cohérence, mais que c'est pas simplement une cohérence, à mon avis, je ne vais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais qui n'est pas simplement une cohérence politique, mais qui est une cohérence scientifique, parce qu'aujourd'hui, il y a une fusion de toutes les modalités qui peuvent participer à la thérapeutique. Donc, cette alliance devenue Avisan s'est mise en place. Alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant ? Il manque encore quand même, je crois qu'on est bien parti, on sera encore bien mieux quand il y aura un interlocuteur aussi qui représente toute l'industrie de santé. Mais il manque quand même quelque chose, qui est la réactivité. Il faut qu'on soit évidemment plus réactif. Plus réactif, ça veut dire que lorsque un postdoc se présente, on soit capable de lui dire oui ou non en 3 semaines et pas de lui dire on va regarder il y aura des offres qui paraîtront dans 1 an. Donc il faut qu'on soit réactif. Il faut qu'on soit réactif dans toutes les collaborations qu'on peut faire, et notamment avec l'industrie pharmaceutique. Il faut qu'on soit capable d'être réactif vis-à-vis de la création ou de la suppression de laboratoires de recherche, de y mettre les moyens voulus. C'est le but de l'Alliance, d'essayer de mettre en 1 an, avec une stratégie coordonnée, d'y mettre des moyens en hommes et en financement, avec que l'INSERM, le CNRS par exemple, en même temps que l'université, en même temps que le CHU, et avec l'aide de la région, on mette l'argent en même temps sur un labo, sur un site, au lieu d'attendre que chacun ait sa stratégie et 5 ans après, rien ne se faisait. Bon, c'est ça qu'on va essayer de mettre en place. Alors, il y a des opportunités. Les opportunités, c'est quand même qu'il y a eu la loi sur l'autonomie des universités, donc ça leur donne quand même plus de marge de manœuvre, si les présidents sont suffisamment courageux pour prendre en main leurs universités. C'est la réforme dont je viens de parler pour la recherche dans la science de la vie et de la santé, c'est la loi HPST, c'est la réflexion sur les CHU, commission Maresco, et c'est le grand emprunt pour lequel il y a eu un effort fait sur les sciences de la vie et de la santé, il y a eu un effort énorme qui est fait sur les universités, et j'espère donc que la semaine prochaine, on aura des annonces qui seront importantes pour essayer justement, qui vont aller dans le sens d'une plus grande réactivité des milieux académiques, qui est d'ailleurs celle qu'on observe. Je rappelle que même sans aller regarder ce qui se passe aux États-Unis ou en Chine ou ailleurs,
Quand on voit ce qui se passe en Suisse, quand on voit ce qui se passe au Royaume-Uni, en ce moment, on a besoin d'être extrêmement réactif. Et c'est ça, moi, le message que j'essaye de faire passer partout. Je le dirai tout à l'heure avec les sénateurs. Je crois qu'on a, dans les mois qui viennent, il faut qu'on mette en place une réactivité. Et je crois qu'on a tous les moyens aujourd'hui pour le faire. Je vous remercie.